le statut du bailleur privé. Quesaco, j'ai envie de dire, pour notre point d'actualité mensuel en matière d'immobilier, avec celui qu'on ne présente plus, qui est à mes côtés sur notre plateau, en la personne de Pierre Grèche. Bienvenue Pierre. Merci, bonjour Mehdi. Très heureux de t'accueillir. Très heureux d'être avec toi ce matin. Merci à toi. Encore une fois, le point mensuel immobilier, l'occasion de vous partager un petit peu l'actualité immobilière, qu'elle soit directe ou indirecte, avec un professionnel réglementé de l'immobilier qui connaît parfaitement, à travers son entreprise familiale, le secteur de l'immobilier varois. Alors le statut du bailleur privé qui défraie indirectement la chronique, on parle de budget, de projet loi finance en ce moment, donc ça fait partie entre autres des débats parlementaires, et ça surtout, alors pour les néophytes qui nous regardent, Pierre, le statut du bailleur privé a une incidence, on peut dire, fiscale. C'est un enjeu fiscal. Tout à fait, c'est un enjeu fiscal et un projet qui est en gestation depuis plusieurs années, qui a été porté par un sénateur et un député en les personnes de Monsieur Daubresse et Monsieur Cosson, qui a été âprement défendu par notre ancienne ministre du Logement, Valérie Létard. Et c'était initialement un projet qui était très ambitieux parce que sa vocation, c'était de relancer l'investissement locatif pour répondre à la crise du logement. Alors c'est l'occasion de rappeler pour nos spectateurs d'Info 83 que, allez, on peut dire ça, post-Covid ou depuis peut-être le Covid, on a un marché notamment, je prends l'exemple du Var, dans le sud de la France, qui est plutôt tendu, Oui. pas simple pour ne pas dire difficile, au sens où il y a beaucoup de demandes. On en a déjà parlé sur des points précédents d'actualité immobilière. On a un marché bancaire qui est un peu particulier. Il est difficile aujourd'hui d'emprunter sans des apports relativement conséquents, des taux un peu plus élevés. Ça tend le marché locatif parce que du coup, si je suis locataire et que je veux acheter un bien, mais que j'ai du mal à emprunter, je vais rester locataire dans mon bien, donc moins de turnover. On en avait parlé, n'hésitez pas à regarder sur les points d'actualité précédents, sur de précédentes entrevues. Et donc l'occasion de rappeler que ce statut du bailleur, encore une fois, privé, ça permettrait un levier finalement d'investissement pour les bailleurs. Tout à fait. Et tu le rappelles justement, depuis la sortie Covid, on est dans une période de tension extrême sur le logement, sur la capacité des gens et des actifs à se loger. Alors il y a encore 3-4 ans en arrière, au niveau des syndicats, qui soient des syndicats professionnels de l'immobilier, des syndicats patronaux, on disait attention, alerte rouge, le logement c'est une bombe à retardement, c'est une bombe sociale à retardement. Bien sûr. Malheureusement, j'aimerais, on est en période de fin d'année, dire des choses un petit peu légères. Ce que je constate au quotidien, dans ma pratique et dans la pratique de mes équipes, c'est qu'en fait la bombe a explosé. Clairement. On peut le dire aujourd'hui, c'est... Je le vois sur les dossiers qu'on reçoit, sur le nombre de faux dossiers qu'on reçoit, sur la pertinence, des personnes qui se rabattent sur des logements qui ne sont pas du tout adaptés à leur situation, même s'ils disposent de bons revenus, parce qu'ils ne trouvent plus de logement. Et ça, c'est du quotidien, et c'est vraiment ce qu'on a vécu sur le mois de novembre de cette année. Je fais une aparté sur le sujet. Bien sûr. C'est la première fois en 20 ans de pratique que je constate qu'on en est là sur l'impossibilité pour les actifs de se loger. Et les gens qui fraudent en déposant des faux dossiers, c'est-à-dire que j'ai eu, sur les dossiers qu'on a déposés, après j'arrête l'aparté, mais c'est suffisamment grave pour en parler dans les médias. En matière locative, j'imagine. Matière locative, 80% de faux dossiers. C'est incroyable. On a détecté 80% de faux dossiers, alors que d'habitude, si c'est peut-être 5%, c'est le bout du monde. Alors de la même manière entre guillemets, le cliché de gonfler son CV pour un entretien d'embauche, on a finalement la même pratique de fraude en tant que candidat locatif sur un bien. Sauf que là, les gens qui ont fraudé, ce ne sont pas des voyous, ce sont des gens comme toi et moi. Oui, c'est-à-dire qui se retrouvent acculés et contraints d'en arriver là. Qui doivent se loger. Et donc, c'est pour ça que je me permets de le dire et d'alerter les personnes qui écoutent l'émission. En fait, la bombe sociale à retardement, elle n'est plus à retardement et en plus, elle a explosé. Alors justement, j'allais dire, ça nous permet de faire une aparté pertinente parce que ça nous fait justement la transition sur finalement ce projet qui est positif du statut du bailleur privé. Oui. Alors j'allais dire en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer bien sûr. En quoi ça consiste pour vraiment les spectateurs qui connaissent pas? Oui, parce que le dispositif est méconnu et en plus c'est un dispositif fiscal. Donc qui dit fiscalité dit que un peu quand technique. Même pas très rigolo à expliquer. Je vais essayer de faire ça avec douceur, avec souplesse. Mais alors il y avait le projet initial qui était ambitieux. Et j'aimerais parler du projet initial parce que vraiment notre ancienne ministre du Logement a porté quelque chose
Elle était sincère, elle avait compris la problématique et des personnes en recherche de logement et des propriétaires et des professionnels du secteur. Et donc, son projet reposait sur 5 piliers fiscaux. Donc, le premier, c'était un amortissement fiscal du capital, donc 5% par an de la valeur d'un logement neuf ou 4% de la valeur d'un logement ancien si on s'engageait à réaliser 15% de la valeur vénale en travaux de rénovation. C'est-à-dire, si on fait des travaux justement dans le bien qu'on loue, Mais on bénéficie d'un amortissement, on va dire, voilà, optimisé tout par à rapport fait. au déficit foncier classique. Oui, c'est ça. On peut déduire 4% de la valeur du logement. Donc, ce qui est, Ce qui n'est pas très inintéressant intéressant. et pousse à l'entretien des logements. Et pousse à l'entretien des logements et facilite la rénovation énergétique. C'est le cœur du sujet, c'est ça. Exactement. La rénovation énergétique d'un côté et la production de logements neufs dans l'autre. Le deuxième pilier, c'est un microfoncier renforcé, donc le régime favorable du microfoncier, donc son abattement forfaitaire était remonté de 30% à 50% et avec un plafond qui était remonté à 30 000 euros. Donc pour les petits bailleurs, c'était incitatif, c'est-à-dire que ça permettait à des personnes qui sont propriétaires d'un appartement, qui mettent à la location, qui n'ont pas vocation, qui n'ont pas les moyens d'être multipropriétaires, de continuer à investir dans la pierre. Donc on favorisait les petits bailleurs. Oui, et qui constituent l'essentiel en fait des logeurs en France. C'est important, effectivement, je ne peux qu'appuyer ton propos de le souligner pour nos spectateurs que les gros bailleurs avec des patrimoines colossaux ne sont pas représentatifs de la majorité des investisseurs locatifs. Hein. Pas du tout. Au contraire, c'est le 10%, on pourrait dire à la limite. C'est le 10%, et pour appuyer un point un peu plus macroéconomique, c'est que les investisseurs institutionnels ne sont pas encore... je dis encore parce que je crois qu'un jour ils y seront, mais ne font pas encore partie du scope, du paysage. Aujourd'hui, les personnes qui logent d'autres personnes en France sont des, excusez-moi pour les guillemets, petits propriétaires immobiliers, c'est-à-dire propriétaires d'un appartement ou 2 appartements qui servent de complément de retraite. Tout à fait. C'est le moyen d'arrondir sa retraite et investir sur 1 et parfois 2 appartements exceptionnellement. Oui. L'autre pilier, c'était un déficit foncier élargi, donc qui passait de 10 700 euros à 40 000 euros, donc, ce qui permettait encore d'alléger la facture fiscale globale. Un allègement de l'impôt sur la fortune immobilière, puisque les logements loués en résidence principale sortaient de l'assiette fiscale de l'IFI. Alors c'est une mesure symbolique, hein. C'est super sympa dit comme ça, mais en fait ça pas une grosse incidence. Non. Et proposition qui m'avait impressionné, exonération fiscale après 20 ans de détention d'un bien qu'on met en location en résidence principale. Exonération fiscale. Je trouvais ça alors c'est exceptionnel. Assez exceptionnel. Bon, la réalité est passée par là. C'est malheureux. J'allais y venir. La réalité politique est passée par là et on a malgré tout adopté un statut du bailleur privé. Ça porte le nom de statut de bailleur privé, mais ce n'est pas un statut. Très bien. Voilà. On est sur un dispositif fiscal, un avantage fiscal léger, très léger, fléché, et c'est mon grand regret, vers la production de logements neufs et vers la rénovation énergétique. Donc secteur qui était déjà, si j'ose dire, en crise. Il y avait de grandes difficultés à l'heure d'aujourd'hui. J'imagine, toi en tant que professionnel de l'immobilier, tu as pu le voir sur que ça soit les copropriétés ou les particuliers. On parlait même de suspension de MaPrimeRénov' à un moment donné. Oui, tout à fait. Le volet rénovation était suspendu, mais étonnamment, ils ont tourné le statut du bailleur privé vers ça. Ouais. Et la crise du logement neuf aussi, où ça ne construit plus. Où ça ne construit plus. Alors, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, et en plus ça ne couvre pas l'ensemble de la crise du logement. C'est pas avec ça qu'on va retrouver des logements disponibles à la location. Oui, finalement on ne parle pas du logement ancien traditionnel, si j'ose dire. On est sur des... Est-ce qu'on peut parler de niche finalement? Oui. On est sur de la niche. Effectivement, c'est mon grand regret de base, c'est qu'on est sur de la niche. Donc ce dispositif, cette demi-mesure qui a été adoptée sous cette forme pour ne contrarier personne au Palais Bourbon, les grandes lignes, c'est que donc c'est un dispositif qui vise les locations nues avec des loyers encadrés,
Ça s'applique aux investissements à partir de 2026 et en général jusqu'à 2028. Donc déjà, on parle d'un statut, mais provisoire. C'est provisoire. Avec une durée limitée dans donc, le temps. Ça s'appelle un statut précaire, donc c'est pas un statut. Si c'est précaire, bon. Oui, c'est un oxymore. Voilà. Et ça instaure, donc on reste sur le mécanisme d'amortissement fiscal, qui est pour le neuf sur un taux compris entre 3,5 et 5,5% selon le niveau de loyer qu'on applique, intermédiaire, social ou très social. Donc on voit qu'on ne couvre pas la totalité du parc locatif privé. On peut encore parler de niche une nouvelle fois. On parle encore une fois de niche. Parce que y a la majorité des gens qu'on a du mal à louer aujourd'hui, ce sont aussi des actifs qui ne répondent pas aux critères du logement intermédiaire, social ou très social. Et pour l'ancien rénové, c'est un taux entre 3 et 4% sous condition de travaux représentant au moins, non pas 15% comme dans le projet initial, mais 20% du prix d'acquisition. D'accord, donc une exigence plus importante pour finalement un statut, tu le disais, précaire. Un statut un peu mouligasse. Le plafonnement de l'amortissement est limité à 80% de la valeur du bien, à 8 000 € par an. Donc ce qui est, ça peut paraître être beaucoup d'argent, mais fiscalement, en fait, à la facture finale, ça représente pas grand-chose. Et pour 2 logements au maximum. Et des conditions de location qui sont quand même assez restrictives, c'est-à-dire c'est des baux d'au moins 12 ans et loués à des locataires sans lien de parenté avec le propriétaire bailleur. D'accord, donc on limite encore. Si tu as envie d'aider tes enfants, c'est non. C'est pas possible. C'est pas possible. Même un cousin Même un cousin, même ton fils ou ta fille qui est étudiante boursière, qui pourrait. Non. On rentre pas dans le dispositif. Non. Alors justement, j'allais dire, c'est moche. Pour conclure finalement, Pierre, est-ce que l'expression est consacrée? Est-ce qu'on peut parler d'un ersatz ou d'un pis-aller plutôt qu'un vrai statut ou une vraie réforme pour le coup? C'est un ersatz et je vais pas être politiquement correct, c'est de l'enfumage. Pourquoi c'est de l'enfumage? Après, je vais aller sur des solutions. Le but est d'informer nos spectateurs, par un professionnel. Pourquoi c'est de l'enfumage? Parce que de ce côté, il y a une communication donc, sur un statut du bailleur privé, et c'est ce qu'on retient dans les titres de la presse. Bon, une fois qu'on creuse, on voit que c'est une coquille vide plus qu'autre chose. Et d'un autre côté, ce que la main droite donne timidement, fiscalement, la main gauche le reprend assez fermement. C'est-à-dire qu'en parallèle, on se retrouve avec une hausse mécanique de la fiscalité via la non-indexation de certains abattements. Ce qui veut dire qu'en contexte inflationniste, la base imposable augmente mécaniquement. L'alourdissement des prélèvements sur les locations meublées, durcissement des conditions de déduction, requalification plus fréquente des revenus fonciers et la cerise sur le gâteau, c'est la révision nationale du calcul de la taxe foncière, c'est-à-dire que sous couvert de fiabilisation des bases cadastrales, l'administration applique un mode d'évaluation nettement plus strict qui intègre des mètres carrés supplémentaires liés aux équipements et aux éléments de confort parfois installés dans les logements. Ce qui a d'ailleurs défrayé la chronique récemment en disant que si on a une salle de bain, on a tout à fait. Tout ça finalement fait augmenter la taxe foncière. Voilà, donc en parallèle, on se retrouve avec une fiscalité pour les propriétaires immobiliers qui est plus lourde que ce qu'en 2020, qui sera plus lourde en 2026 si d'aventure on a une loi de finances qui est pondue. Projet de loi finance, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler, Pierre, alors on entend souvent les propriétaires, que ce soit des petits ou des entre guillemets gros propriétaires, parler de fiscalité punitive en immobilier. Donc finalement, est-ce qu'on s'inscrit toujours malheureusement dans cette tradition, si j'ose dire? On s'inscrit toujours dans cette tradition et dans le mouvement initié par le président Macron en 2017. Je ne sais pas pourquoi, il a décidé de massacrer le secteur immobilier. Il y est parvenu et en plus, il est parvenu à massacrer le logement et la capacité des Français à se loger. Alors j'ai essayé d'être positif en parlant de solutions. J'allais demander pour terminer notre entrevue et sur cette information, et encore un grand merci déjà pour ces éclaircissements, parce que comme tu le disais, c'est pas toujours facile à comprendre, surtout quand on est dans une dimension fiscale. Est-ce qu'il y a, pour la fin d'année, peut-être une touche d'optimisme en tant que professionnel? La touche d'optimisme... Concrètement, dans le contexte politique, non. Pour moi, la crise politique, elle est dans le combat qu'on doit mener.
en tant que syndicat professionnel. Je pense notamment à une action syndicale que l'Union patronale du Var va réaliser le 9 décembre prochain à 18h. Donc on est en train de commencer à muscler le jeu face aux politiques et face aux élus. Et la question du logement, elle est centrale en fait pour les syndicats patronaux que sont la CPME et le MEDEF, parce que derrière, c'est les actifs qu'on n'arrive pas à loger, c'est l'économie qu'on n'arrive plus à développer sur le territoire. Donc pour moi, la note d'optimisme, elle est là, c'est qu'on est nombreux à en avoir ras-le-bol et à vouloir en découdre. Les choses auxquelles je pense pour améliorer le sort de nos propriétaires bailleurs, qui sont un des piliers de notre économie, un des piliers de notre capacité, de la capacité à loger les Français. Ce serait, et je ne vais pas inventer la poudre, une fiscalité avantageuse. Incitative. Et incitative. C'est-à-dire qu'on réalise des recettes fiscales non pas quand on taxe plus, et n'importe quel économiste de bas étage le dira, mais quand on crée plus de valeur et plus d'activité, en élargissant l'assiette de ce qu'on va taxer. Et pour faire simple, vaut mieux, plutôt que de couper beaucoup de parts du gâteau, grossir finalement le gâteau pour récupérer un petit peu plus au niveau fiscal. Oui, parce qu'on se retrouve avec moins de logements disponibles à louer, parce que les propriétaires bailleurs sont en train de vendre et de liquider massivement leur patrimoine. C'est ce qui est en train de se passer. Et il faut leur donner confiance et donner envie aux gens, aux particuliers, d'investir. Alors, les solutions auxquelles je pense, elles sont très simples. Pour moi, entre subventionner et avoir une ambition, il faut arrêter de subventionner. Peut-être pour faciliter la transition énergétique, établir une déductibilité très simple, très claire et très lisible des travaux que l'on peut réaliser dans le cadre de la rénovation énergétique sur liste limitative. Quelque chose d'aussi simple que ça, que n'importe quel contribuable peut comprendre sans avoir besoin de passer par un conseil pour déchiffrer le processus. Si j'ose dire, un peu comme la liste des charges locatives, bah oui. Par exemple. Voilà. Une liste exhaustive. Première chose, si on veut réussir la rénovation énergétique, c'est vital. L'enjeu, on est tous d'accord avec ça, mais liste limitative, simple, déductibilité, simple et basta. Efficace. Ensuite, si on veut parler de statut, c'est un statut fiscal spécial pour le propriétaire bailleur, et tout particulièrement celui qui loue en résidence principale. Alors à quoi est-ce qu'on pourrait penser ? C'est une diminution drastique des prélèvements obligatoires, mais également, et je vais encore tacler Macron, un abaissement, un taux préférentiel de la taxe foncière pour les personnes qui louent leurs biens pour en faire de la résidence principale. Et en contrepartie, il ne s'agit pas non plus d'assécher les finances de nos collectivités locales, parce que quand Macron avait supprimé la taxe d'habitation, ce n'est pas les finances de l'État qu'il a affaiblies, il a mis dans l'embarras les collectivités locales. Oui. Je serais pour le rétablissement de la taxe d'habitation pour les locataires en résidence principale. Alors, je sais que ce n'est pas du tout populaire de dire ça. Mais ce qui existait déjà. Mais ce qui existait déjà. Pas de taxe d'habitation pour les propriétaires occupants. Taxe d'habitation pour les locataires en résidence principale. Pourquoi ? C'est une question d'égalité devant l'impôt. La vocation de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, c'est de contribuer à payer les infrastructures desquelles je profite tous les jours en tant que concitoyen d'une commune ou d'une collectivité. Tu disais, le gros de ces impôts sont des impôts locaux. Voilà. Ça va effectivement au département, à la commune. Donc il n'y a pas de raison qu'un locataire qui utilise au même titre qu'un propriétaire les voiries, les réseaux de canalisation et que sais-je, ne contribue pas au même titre que les propriétaires. On les utilise tout autant. Donc un taux préférentiel sur la taxe foncière, ce serait juste ce qui permettrait de redonner un petit peu de souffle et de donner le désir d'investir dans la pierre et de retrouver du logement disponible. Et la dernière idée à laquelle je pense, parce que tout ça, ça ne se finance pas gratuitement, ce serait, et je prêche pour notre paroisse de professionnels, mais de rendre obligatoire l'intervention d'un tiers de confiance, d'un administrateur de biens dans la location. D'un professionnel.
Aujourd'hui, seulement 30% du parc locatif privé est géré par des professionnels, ce qui veut dire qu'il y a 70% qui est géré par des particuliers en direct, avec un certain nombre de dérives et de situations irrégulières ou d'illégalité qu'il faut à tout prix corriger. Donc, passer par un professionnel pour asseoir les bonnes pratiques. Et j'ai fait un petit calcul sur un coin de table et je me suis dit, si je ramenais en termes ce que ça représenterait en termes d'honoraires pour les agences immobilières, sur tout le territoire, si 100% des logements étaient administrés par des professionnels, l'État collecterait 1 milliard d'euros de TVA. Oui, puisque la TVA, en plus du métier, est à 20%, hein, puisqu'on est dans le secteur tertiaire, donc ça serait 1 milliard d'euros de gains pour l'État. Oui, on pourrait financer un statut préférentiel pour le propriétaire bailleur en rendant obligatoire le passage par un professionnel, rien que par la TVA collectée. Ce sera peut-être le mot de la fin, on va dire la touche d'optimisme, parce que finalement, par les conseils d'un professionnel, on pourrait résoudre, en tout cas en grande partie, finalement la problématique aujourd'hui dont l'État se plaint, c'est-à-dire le manque de recettes finalement. Le manque de recettes et puis le manque de logement. Ce que les politiques ne comprennent pas, c'est que le logement, c'est un secteur dans lequel il y a une inertie énorme. La moindre réforme que je prends aujourd'hui, elle aura des effets dans 5 ans. Le temps long, l'éternel problème. Ouais. En tout cas, merci infiniment, Pierre, pour tous ces éclaircissements. Encore une fois, on essaie de garder quand même le sourire pour la fin d'année 2025, malgré l'incertitude politique. Il faut garder le sourire, il faut garder l'optimisme, parce que le temps est au combat. Le temps est au combat. Être combattant et pugnace, ça ne veut pas dire être pessimiste, ça veut dire croire en des lendemains meilleurs et en notre capacité à créer un avenir meilleur. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci Pierre et de joyeuses fêtes aussi de fin d'année. À toi aussi, je te souhaite de très belles fêtes. C'est très gentil, merci infiniment. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Pour ce dernier point de l'année 2025, on a pris un petit peu le temps pour vous apporter les éclaircissements. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité et à très vite et même à l'année prochaine sur Info 83.